Bonjour, alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie de cette petite introduction au surréalisme, encore une fois forcément trop rapide et trop simpliste pour tout dire, mais il s'agit juste d'avoir un premier aperçu de ce que pouvait engager le surréalisme. Le surréalisme, vous l'avez compris, qui clairement naît directement de ce traumatisme sans précédent qu'a été le traumatisme de la Grande Guerre de 1914-1918. Cette Grande Guerre qui elle-même a provoqué ces deux événements historiques et artistiques majeurs. D'une part, la révolution soviétique, qui rend du coup bien possible l'appréhension d'une révolution en Europe. Ce n'est pas une utopie puisque cela s'est réellement produit en Russie. Et d'autre part, le deuxième événement, c'est la création de Dada à Zurich en 1916. Donc nous allons reprendre cette histoire d'André Breton, doublement marquée par ce modèle révolutionnaire politique qui vient de Russie et ce modèle révolutionnaire artistique qui vient de Dada. Et comme je vous le disais, quand il s'efforcera de créer ce nouveau surréalisme, ce nouveau mouvement que devra être le surréalisme, eh bien André Breton prolongera toute l'insolence et la négativité Dada, mais en intégrant des valeurs plus positives, ces valeurs positives à ses yeux, que sont la révolution, l'amour, et nous allons le voir aujourd'hui, le rêve. Alors, pour résumer en quelques phrases ce que nous avions vu la dernière fois, nous sommes partis d'un événement essentiel, qui est le traumatisme qu'a été pour toute une génération la Grande Guerre de 1914-1918. Et je crois qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit les ravages de cette guerre chez les personnes de cette génération. Et je crois que ça peut expliquer un certain nombre de choses chez les surréalistes. Peut-être ce qui, on y viendra plus tard, ce qui peut nous apparaître chez eux comme des expressions de violence ou une sorte de recherche de l'intensité qui peut nous surprendre. Mais gardons en tête que nous parlons de gens qui ont directement vécu cette guerre et pour qui le retour à une vie normale n'a pas été si simple. Bon, en tout cas, nous étions partis de cet événement historique majeur qu'a été la Première Guerre mondiale. À cela s'ajoutait l'influence reçue de ce très étrange mouvement artistique né à Zurich pendant la Première Guerre mondiale précisément, à savoir le mouvement Dada. Ce mouvement Dada qui a séduit le jeune André Breton qui crée un groupe Dada parisien, mais nous l'avions vu, Dada est par définition une sorte d'impasse. Son nihilisme, en un sens, l'empêche de véritablement durer, puisque le mouvement Dada se définit essentiellement par une sorte de puissance de négativité. Si bien que André Breton, tout en s'efforçant de prolonger, je dirais, l'insolence Dada, s'efforce de créer un nouveau mouvement qui, lui, pourrait se fonder sur quelques valeurs, je dirais, durables, solides. En même temps, les valeurs de ce nouveau mouvement ne sauraient être celles de la société telle que des gens comme André Breton tentent à la refuser, notamment parce qu'ils la tiennent responsable de l'horreur de la Première Guerre mondiale. Donc il s'agira de fonder d'autres valeurs. Alors ces valeurs, je vous ai dit, de manière sans doute un peu simpliste, mais qu'on pourrait en retenir essentiellement trois. La première que nous avions vue, c'était, je dirais, la révolution, une sorte de rêve révolutionnaire, un rêve révolutionnaire qui porterait autant sur la vie politique qu'une révolution proprement existentielle, telle qu'elle changerait profondément notre rapport à la vie. Et c'est ce qui nous avait amené à la deuxième grande valeur, ce qui pourrait être révolutionné en profondeur dans nos vies, ce serait, disent les surréalistes, notre rapport à l'amour, qui est constamment célébré
par le mouvement surréaliste. Pensez que la poésie surréaliste du XXe siècle est aussi une grande poésie amoureuse. Peut-être avez-vous en tête des poèmes comme ceux de Robert Desnos, « J'ai tant rêvé de toi ». Rien que le titre en dit long sur la puissance de la passion amoureuse telle qu'elle s'exprime dans le poème, « J'ai tant rêvé de toi ». Pensez aussi à Paul Éluard, pour illustrer l'importance que Paul Éluard donne dans sa poésie à l'expression des sentiments amoureux, il n'est qu'à penser à un titre de l'un de ses recueils qu'il a appelé donc « L'amour, la poésie ». Et l'amour, la poésie se suivent sans aucun signe, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, il n'y a aucun signe qui sépare l'amour et donc la poésie. Il n'y a même pas de « et », c'est juste écrit l'amour, la poésie, comme si pour Paul Éluard, les deux termes étaient parfaitement interchangeables et constituaient pour lui une sorte de valeur absolue. Bien, donc cet amour célébré par les surréalistes, j'avais aussi bien précisé qu'il ne s'agit pas pour eux d'aller dans le sens d'un certain, je dirais, d'un certain sentimentalisme un peu mièvre. Bien au contraire, je dirais que l'amour des surréalistes n'est pas mignon, n'est pas gentil, n'est pas attachant. L'amour qui intéresse les surréalistes, c'est un amour extrêmement, je dirais, intense, dérangeant, subversive. C'est vraiment l'amour comme puissance de déstabilisation de la société, à la limite qui passionne véritablement les surréalistes. Et ça n'est pas sans rapport avec ce que nous serons amenés à dire des sirènes, qui à la fois provoquent une sorte d'irrésistible passion amoureuse chez ceux qui les entendent, et en même temps vouent à leur perte ceux qui succombent à leur charme. Mais justement, on verra que c'est ça qui plaît aux surréalistes, une passion amoureuse qui fait courir un vrai risque, qui soit une menace pour celui qui l'éprouve. En un sens, le danger fait le prix de cette passion amoureuse dans la logique qui est celle des surréalistes. Et donc l'amour, en tout cas cet amour fou, comme l'appelle André Breton dans le titre d'un de ses ouvrages célèbres, cet amour est célébré, je dirais, parce que s'y affirme la vérité d'un individu. Et parce que par lui serait rejeté, toujours dans la logique qui est celle des surréalistes, et donc que par lui seraient rejetés, je dirais, tous les codes sociaux, toutes les normes, la passion amoureuse telle que l'éprouve véritablement un individu, c'est ce qui l'inciterait finalement à s'affirmer, même si ce doit être en marge d'une société donnée avec ses valeurs bien établies. Et ça n'est pas sans rapport avec la troisième valeur du surréalisme que je comptais aborder avec vous aujourd'hui, puisque cette troisième valeur, elle permet aussi d'affirmer la vérité d'un individu, et elle est en rapport direct avec cette autre valeur qui est donc l'amour. Alors cette troisième valeur, on pourrait la reconnaître sur cette image que je vous ai déjà montrée à plusieurs reprises. Alors vous vous souvenez, cette couverture de la revue créée par le groupe surréaliste, je m'y étais intéressé déjà par deux fois. La première fois pour attirer votre attention sur ce terme de révolution qui éclate dans le titre de la revue et qui est directement associé à surréaliste, c'est donc dire l'importance de cet idéal révolutionnaire chez les surréalistes. Et dans un deuxième temps, j'avais attiré votre attention sur la légende qui encadre la photo. Quelle sorte d'espoir mettez-vous dans l'amour? Sous-entendu, pour les surréalistes, c'est l'espoir essentiel de la vie qu'ils mettraient, eux, dans l'amour. Mais cette fois, j'aimerais m'intéresser à la photographie elle-même, que j'avais laissée de côté jusqu'ici, cette photographie d'un éclair qui vient illuminer la nuit. Et on pourrait voir cet éclair comme une sorte de métaphore, en quelque sorte. On pourrait se demander, mais quel est pour nous cet éclair qui vient éclairer nos nuits? Et il me semble que cet éclair, c'est tout simplement le rêve. C'est bien le rêve qui fait que nos nuits ne sont pas simplement une période d'annulation, d'obscurcissement, que nos nuits ont une forme de lumière spécifique.
Et donc, c'est bien cette troisième valeur qu'il nous faut à présent aborder, le rêve. Et Dieu sait que le surréalisme constamment a valorisé le rêve. Et c'est sans doute ce qui explique l'usage un peu décalé qu'on fait aujourd'hui du terme surréaliste. Ce qui reste dans l'esprit, c'est que le surréalisme a quelque chose à voir avec le rêve, et c'est pourquoi, comme je vous le disais, on a tendance à confondre surréaliste et irréaliste. Alors, il y a une différence fondamentale, et c'est ça que j'aimerais vraiment bien préciser avec vous, ça me paraît avoir une grande importance. Alors, je dirais que pour les surréalistes, et c'est bien pour ça que surréaliste, ça n'est pas irréaliste, pour les surréalistes, le rêve ne doit pas être considéré simplement par opposition à la vie qu'on mène en journée. L'idée n'est pas d'opposer le rêve et la réalité. On pourrait dire que l'idéal des surréalistes, ça serait de trouver une sorte de réconciliation du rêve et de la réalité. Ça serait une manière d'enrichir notre réalité de tout l'apport du rêve, de tout ce que les rêves ont à nous dire également. Alors, pour bien comprendre ça, je pense qu'il suffit de s'intéresser à ce terme surréaliste, tel qu'il a été inventé une première fois, je vous le disais, par Guillaume Apollinaire en 1917. Alors, dans surréalisme, ce qui est important, c'est ce préfixe, sur. Et vous entendez bien que le préfixe surréalisme, ça n'est pas le même préfixe que irréalisme. Irréalisme, ça veut dire que ça annule la réalité, que l'irréalisme s'oppose donc à ce qui est réel. Le surréalisme, au contraire, désigne, vous voyez, une manière de surmonter une contradiction. Alors pour ceux d'entre vous qui sont inscrits en philosophie et qui ont peut-être davantage entendu parler de la philosophie de Hegel, c'est un philosophe qui a beaucoup marqué André Breton, et je dirais que ça c'est caractéristique de la pensée hegelienne, à savoir surmonter les oppositions. Cette idée qu'il n'y a jamais de vérité simple, il n'y a de vérité qu'à partir du moment où elle rencontre sa contradiction, et que l'esprit parvient à dépasser la contradiction. Alors là, je simplifie évidemment à l'excès la pensée de Hegel, qui est extrêmement complexe. Mais je crois que ça suffit pour comprendre quel était, donc, pour les surréalistes, le sens de sur. Vous voyez, surmonter l'opposition qui se fait traditionnellement entre rêve et réalité. Alors, pour illustrer cette idée, on pourrait citer une phrase d'André Breton, une phrase qu'on trouve dans l'un de ses manifestes du surréalisme, des textes dans lesquels il s'est efforcé lui-même de définir ce qu'il fallait entendre par surréalisme. Et voici ce qu'il écrit. « Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si l'on peut ainsi dire. » Et c'est important, il parle d'une résolution future de ces deux états. Quand il dit résolution future, il veut dire un dépassement à venir de ce qui est perçu comme contradictoire. Donc c'est ça le surréalisme, une volonté d'enrichir notre réalité de toutes les richesses du rêve, de ne pas considérer le rêve comme une sorte de délire insignifiant auquel nous nous abandonnons toutes les nuits, mais comme une activité psychique qui aurait autant d'importance que notre activité psychique à l'état de veille. Donc c'est dire à la fois l'importance que les surréalistes donnent au rêve, mais aussi, c'est important, le fait qu'ils n'oublient jamais que pour eux, ce qui compte vraiment, c'est d'agir sur la réalité. L'idée c'est cela, c'est trouver dans le rêve les moyens de changer en profondeur notre réalité. C'est pourquoi les surréalistes vont privilégier, je dirais, tout ce qui appartient, le mot est important pour André Breton, tout ce qui appartient au merveilleux, à tout ce qui peut nous permettre, je dirais, d'échapper aux figures connues de notre réalité.
Mais vous me voyez venir, c'est évidemment par là, notamment, que les sirènes vont les intéresser. Hein. Et vous devinez que derrière mon propos, il y a cette idée déjà de commencer à interroger le lien entre les surréalistes et la sirène. Hein. Et donc j'ai souligné le lien qu'il pouvait y avoir entre l'amour tel que le célébraient les surréalistes et la sirène. Hein. On voit maintenant qu'il y aurait un deuxième lien qui serait le lien entre cet attachement au merveilleux, aux figures du rêve, et l'attachement à cette figure de la sirène. Alors pour bien comprendre aussi l'importance que les surréalistes donnent au rêve, hein, il y a un détail, mais qui n'en est pas un en fait, hein, mais ça peut sembler un détail, c'est le fait que lorsque André Breton est appelé sur le front hein, pendant la Première Guerre mondiale, donc il est en train de faire des études de médecine et il se spécialise en psychiatrie. Or, ces études en psychiatrie l'amènent à lire assez tôt, plus tôt que la plupart des gens en France, les ouvrages d'un jeune Autrichien qu'on connaît encore assez mal, un certain Sigmund Freud. Hein. Et ça a comme conséquence qu'André Breton a assez vite un rapport avec la psychanalyse, que la psychanalyse le fascine. Hein. Or, le grand apport de la psychanalyse pour tout le monde occidental, ça a été de montrer l'importance pour chacun d'entre nous de ce que Freud appelle notre inconscient. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas que le moi conscient qui détermine nos actes, hein, il y aurait en permanence une part de nous, hein, que Freud donc appelle l'inconscient, qui serait en fait tout aussi déterminante. Or, comment interroger cet inconscient en nous non, ça n'est pas évident, puisque par définition, nous n'avons pas conscience de l'inconscient. Hein. Donc le défi qui s'impose à Freud est celui-ci. Comment interroger chez autrui une part qui est inconsciente? Et Freud, c'est une des grandes découvertes de Freud, hein, de considérer que le rêve est un lieu dans lequel notre inconscient peut s'exprimer librement. Alors après, le problème, c'est qu'on ne se rappelle pas forcément l'intégralité de nos rêves, parce que quand nous sommes à l'état conscient, hein, nous aurions une sorte de censure intérieure qui nous empêche de faire remonter à la surface tout ce qui a pu apparaître dans le rêve. Mais enfin tout de même, d'après quand même les bribes de rêve dont nous nous souvenons au réveil, hein, il serait possible, selon Freud, hein, d'en savoir un peu plus sur l'inconscient de chacun d'entre nous. Et c'est donc influencé par les ouvrages de Freud, notamment les ouvrages de Freud sur le rêve, que André Breton est amené lui-même à considérer cet espace de l'inconscient, hein, comme vous voyez, une sorte d'immense territoire vierge dans l'être humain qui resterait à explorer. Alors, il y a à la fois une grande parenté entre la démarche surréaliste et la démarche psychanalytique. Hein. La grande parenté, c'est cet intérêt pour ce vaste domaine de l'inconscient, mais il y a une grande différence, c'est que la psychanalyse a un but thérapeutique. Hein. Si Freud interroge l'inconscient chez ses patients, c'est pour chercher à les guérir. Là où pour les surréalistes, non, la visée elle est artistique, hein, voire révolutionnaire. C'est aussi une manière d'encourager la part de nous-mêmes qui ne s'affirmerait pleinement que dans les rêves. Hein. Donc vous voyez, à la fois ce sont des démarches parentes et en même temps qui se séparent sur un point essentiel. D'ailleurs, on sait que Freud et André Breton, hein, qui ont correspondu, qui se sont rencontrés, n'ont jamais tout à fait pu s'entendre. Hein. Leur démarche était trop différente de nature. En tout cas, une question se pose à André Breton dès lors qu'il donne au rêve, à la part inconsciente de nous-mêmes, une telle importance. Une question qui rejoint un peu celle d'ailleurs que Freud lui-même avait dû se poser, à savoir comment exprimer artistiquement cette part inconsciente de nous-mêmes, puisque, a priori, l'activité artistique est nécessairement consciente. Oui, mais si une activité est consciente, elle nous interdit nécessairement d'avoir accès à notre part inconsciente. Quand nous rêvons, hein, nous n'avons pas évidemment suffisamment de conscience
pour tenir un crayon ou un pinceau ou une caméra, hein. Et donc André Breton, en quelque sorte, bute sur cette question-là jusqu'à avoir une sorte de révélation. C'est ce qu'il raconte dans ce texte qui s'appelle le Manifeste du surréalisme, qu'il publie en 1924. Alors, que nous dit-il? Bien, c'est une révélation qui lui serait venue tout simplement au moment de s'endormir. Au moment de s'endormir et en commençant à basculer dans le rêve et en ayant une sorte de sursaut qui l'avait amené justement à écrire les premiers mots qui lui venaient de ses rêves, et puis, pris par sa lancée, à continuer d'écrire. Et André Breton croit remarquer ceci: si on écrit extrêmement vite, le plus rapidement possible, eh bien alors ce que nous écrivons, en quelque sorte, va plus vite que notre pensée. L'idée d'André Breton, ça serait celle-ci: écrire tellement vite que ce soit notre inconscient qui s'exprime directement avant que nous ayons eu le temps de prendre conscience de ce qui s'écrivait. J'espère que je suis assez clair. Vous voyez, si vraiment vous écrivez en vous forçant à ajouter un mot à un autre le plus rapidement possible, comme ça sans fin, il y aurait bien un moment, dit André Breton, où ce n'est plus votre pensée consciente qui va s'exprimer, mais ce qu'il y a tout au fond de vous. Et je dirais que cette découverte est ce qui va fonder véritablement le surréalisme. En plus, évidemment, de ces valeurs dont je vous ai parlé précédemment. Là, André Breton a l'intuition qu'il va être possible de faire parler nos rêves, de faire parler notre part inconsciente. Alors là, j'ai noté un des passages du Manifeste du surréalisme où justement il met en rapport sa connaissance de la psychanalyse et cette découverte de cette forme d'écriture qu'il appellera bientôt écriture automatique, donc cette écriture automatique qui permettrait à notre part inconsciente de s'exprimer librement. Alors il écrit ceci: tout occupé que j'étais de Freud à cette époque, et familiarisé avec ces méthodes d'examen que j'avais eu quelque peu l'occasion de pratiquer sur des malades pendant la guerre, je résolus d'obtenir de moi ce qu'on cherche à obtenir d'eux, soit un monologue de débit aussi rapide que possible, sur lequel l'esprit critique du sujet ne fasse porter aucun jugement, qui ne s'embarrasse par suite d'aucune réticence, et qui soit aussi exactement que possible la pensée perdue. Donc voilà, en d'autres termes, c'est ce que je vous expliquais, c'est bien la rapidité de l'expression qui doit permettre, vous voyez, cette sorte de, on pourrait dire, de mise en suspens de notre esprit critique. C'est bien ce que dit André Breton, le suspens de l'esprit critique, on pourrait dire, c'est une manière d'endormir notre part consciente, afin que seule puisse s'exprimer notre part inconsciente. Et donc, si souvent les textes surréalistes peuvent nous apparaître un peu déroutants, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est souvent parce qu'ils sont produits par de tels procédés. Et évidemment, de tels procédés amènent très souvent des associations totalement illogiques, totalement énigmatiques, un peu comme se succèdent les images d'un rêve. Les images d'un rêve n'obéissent pas à une stricte logique, ne suivent pas nécessairement une chronologie bien organisée. Et je dirais que les textes surréalistes, souvent, ont cette apparence-là. Ce sera le cas de certains des textes que nous serons amenés à lire prochainement, et que vous trouverez dans l'anthologie. Alors il y a un autre passage du Manifeste du surréalisme où André Breton donne même en quelque sorte la recette, évidemment entre guillemets, mais il y a quelque chose de cet ordre, il donne même la recette de l'écriture automatique à ses lecteurs et il les encourage à pratiquer eux-mêmes cette forme d'écriture. Je vous lis juste cette phrase: « Écrivez vite, sans sujet préconçu, assez vite pour ne pas retenir et ne pas être tenté de vous relire. La première phrase viendra toute seule, tant il est vrai qu'à chaque seconde, il est une phrase étrangère à notre pensée consciente qui ne demande qu'à s'extérioriser.
Et il conclut « Continuez autant qu'il vous plaira, fiez-vous au caractère inépuisable du murmure. » Fiez-vous au caractère inépuisable du murmure. Alors là, André Breton, quand il parle de ce caractère inépuisable du murmure, il parle du murmure en nous-mêmes, hein, ce murmure de l'inconscient qui ne cesserait jamais, hein, même si, encore une fois, par définition, nous n'en avons pas conscience. Mais je reviendrai sur cette phrase parce que, vous voyez, cette sorte de murmure venu des profondeurs, alors venu de nos profondeurs, bien sûr, mais tout de même, ce murmure venu des profondeurs, il n'est pas sans m'évoquer ce murmure venu des profondeurs marines, hein, des profondeurs de la mer, hein, ce murmure qui serait celui des sirènes. Et il me semble que là, il y a peut-être une analogie, un rapprochement à faire entre, d'une part, ce chant lointain des sirènes et ce murmure que nous porterions en nous. Hein. Il y a donc dans le surréalisme l'ambition, hein, de mettre en mots, mais aussi en images, hein, puisque je ne parle pas seulement de littérature, je parle aussi de l'art au sens général. Hein. Il s'agit donc de mettre en mots ou en images nos rêves, hein, notre part la plus enfouie, la plus inconsciente. Ce qui explique évidemment le caractère qui peut paraître décousu, déroutant, parfois un peu obscur des textes ou de l'art surréaliste, hein, puisqu'il s'agit justement de nous confronter à la vérité de nos rêves. Hein. Et vous voyez, il serait tout aussi absurde de chercher de la logique dans les textes surréalistes qu'il le serait de chercher de la logique dans nos rêves. Ou alors c'est une autre logique, la logique du rêve, hein, et plus la logique rationnelle, hein, à laquelle nous sommes habitués dans notre état de veille. Hein. Ce qui fascine les surréalistes, c'est le déferlement d'images, déroutantes, mais aussi merveilleuses ou aussi terribles, hein, qui peuvent affluer sans ordre dans nos rêves. Alors, pour traduire justement ces rêves, André Breton a d'abord cette intuition de l'écriture qu'il va appeler l'écriture automatique, hein, qui, vous l'avez compris, consiste à écrire le plus vite possible afin de court-circuiter en quelque sorte notre part consciente. Mais d'autres procédés vont être inventés par les surréalistes. Je trouve que le procédé le plus fascinant est celui auquel le groupe surréaliste va s'intéresser autour des années 1921-1922, et ce procédé va être appelé celui des sommeils hypnotiques. Alors, l'idée paraît assez simple. Il s'agit pour les participants de se placer soi-même dans un état d'hypnose, sachant que l'état hypnotique, par définition, représente une sorte d'entre-deux entre l'état conscient et l'état inconscient. Hein. L'idée, c'est d'être assez inconscient pour avoir accès à sa part, justement, obscure, la part inconsciente de soi, tout en ayant assez de conscience pour répondre quand on est interrogé, ou pour simplement tenir un crayon et écrire. Alors celui qui s'avère particulièrement doué lors de ces séances de sommeil hypnotique, c'est le poète Robert Desnos, dont j'aurai l'occasion de reparler et dont je voulais vous montrer deux images assez troublantes, hein, qui ont été prises donc pendant ces séances de sommeil hypnotique. Alors sur cette image, on voit tout le groupe surréaliste entourant Robert Desnos, qu'on voit en bas, légèrement sur la droite. Hein, c'est lui qui a une feuille de papier à la main, hein, et vers lequel d'ailleurs tous les autres sont tournés. Vous voyez également sur la photographie l'épouse d'André Breton, hein, Simone Breton, qui est à la machine à écrire pour justement prendre en note tout ce que Robert Desnos est en train de dire alors qu'il est plongé donc, dans cet état d'hypnose. Autre image, on voit également Robert Desnos, hein, tel qu'il s'abandonne justement à cet état d'hypnose. Hein. Il a l'air endormi, il ne l'est pas tout à fait. Sur d'autres photographies, on voit qu'il peut ouvrir les yeux, hein, mais on voit qu'il est plongé dans une sorte d'état de transe. Hein, et effectivement, les textes qui nous sont parvenus et qui viennent de ces séances de sommeil hypnotique sont particulièrement troublants.
Alors il y a d'autres procédés, certains qui ressemblent à des sortes de jeux. Les surréalistes aimaient jouer, et d'ailleurs il y a une valorisation de l'enfance chez les surréalistes, ce qui, là encore, n'est pas sans rapport avec l'attachement à la figure de la sirène, telle que la petite sirène est un conte qui fascine les enfants, précisément. Enfin, toujours est-il que parmi les jeux pratiqués par les surréalistes, l'un des plus célèbres dont vous avez sans doute entendu parler, c'est celui qui s'appelle le jeu du cadavre exquis. Le titre est assez bizarre, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors ce jeu, qui peut se pratiquer aussi bien avec des mots qu'avec des images, consiste à prendre une feuille de papier, alors il faut imaginer une feuille de papier vierge évidemment, et mettons qu'il y ait 3 participants, il peut y en avoir plus, vous allez comprendre, mais mettons qu'il y en ait 3, eh bien le premier va écrire par exemple un mot sur cette partie, va le cacher au deuxième participant, qui lui-même va écrire un mot, qui va le cacher au troisième, qui lui-même va écrire un mot. De sorte que quand on déplie la feuille, soit il y a 3 mots qui constituent une phrase, soit il y a 3 dessins qui constituent un dessin général. L'idée, c'est que comme chacun des participants ignore ce que l'autre apporte à l'œuvre commune, eh bien, ça peut créer des associations hasardeuses, mais tout aussi déroutantes que peuvent l'être des associations de rêves. L'idée, vous voyez, c'est toujours la même, c'est finalement d'en finir avec cette logique rationnelle qui caractérise le monde occidental, et donc de privilégier tout ce qui peut nous ramener à un autre rapport qu'à un rapport logique, qu'à un rapport rationnel. Donc, et alors pourquoi ça s'appelle le jeu du cadavre exquis? Eh bien tout simplement parce que la toute première phrase que les membres surréalistes avaient obtenue, donc la toute première fois qu'ils se sont consacrés à ce jeu, cette phrase donc disait « Le cadavre exquis boira le vin nouveau ». Et donc on a gardé le début de cette phrase, le cadavre exquis, pour nommer donc ce jeu auquel les surréalistes s'abandonnaient parfois, mais il y en a d'autres. L'idée, vous l'avez compris, c'est de privilégier tout ce qui peut nous permettre de retrouver à la fois une sorte de, je dirais, de fraîcheur enfantine, et tout ce qui peut nous permettre de contrarier une sorte de logique rationnelle dans laquelle tout dans notre civilisation nous enferme. Je n'en ai pas parlé, mais il faudrait penser à toutes ces civilisations que longtemps on a appelées primitives avec condescendance, mais qui valent bien la nôtre. Donc toutes ces civilisations qui, par exemple, donnent une grande importance au rêve dans les résolutions des problèmes d'une société. Nous sommes habitués, nous qui vivons dans le monde occidental, à ce que ce soit toujours la logique rationnelle, des intérêts pratiques qui l'emporte. Mais il y a après tout d'autres modèles de civilisation, et c'est ça qui intéresse les surréalistes, toujours donc favoriser ce qui permet d'échapper à un rapport purement rationnel à l'existence. Une dernière chose dont je voulais vous parler à propos du surréalisme, et vous allez voir qu'elle a une importance encore une fois avec cette image de la sirène. Alors c'est une question assez complexe, disons pour faire simple, qu'André Breton développe une certaine théorie de l'image poétique. Alors, l'image en poésie, rien n'est plus banal en soi. L'image poétique, on la rencontre même dans n'importe quelle chanson d'amour. Dire d'une femme qu'elle est, je sais pas moi, le soleil de ma vie, c'est une image poétique, une image par laquelle on rapproche une femme et, en l'occurrence, le soleil. Alors en même temps, cette image est tellement banale, elle est tellement connue, que quelque part elle est usée, elle n'a plus véritablement de valeur, elle ne va pas changer notre manière de voir le monde. L'idée d'André Breton, ça serait de trouver des images poétiques tellement neuves, tellement déroutantes, tellement saisissantes, que du coup, elles auraient comme conséquence de changer justement notre rapport au monde. Alors la question, c'est comment produire des images poétiques suffisamment fortes pour être absolument nouvelles. Eh bien, André Breton, pour évidemment simplifier sa pensée, mais dit en substance que l'image poétique
doit rapprocher deux réalités qui n'ont absolument rien à voir, et que même plus les réalités que l'image poétique met en rapport seront éloignées, plus la puissance de l'image poétique sera grande. Alors, il y aurait de nombreux exemples. Là, je pense au titre d'un recueil de poésie d'André Breton qui s'appelait « Le revolver à cheveux blancs ». Bon, on voit bien deux réalités en soi banales, la réalité d'un revolver, la réalité de cheveux blancs. Ah oui, mais associer les deux, ça crée une image totalement neuve. Et c'est ça l'idée d'André Breton, c'est que la valeur d'une image, ça sera justement sa capacité à changer brutalement, de manière assez saisissante, ce que nous avons l'habitude de considérer. Alors je vous cite un passage du Manifeste du surréalisme, toujours ce même texte de 1924, dans lequel, vous l'avez compris, André Breton s'efforce de définir ce qu'est le surréalisme. Alors, il déclare « La valeur de l'image dépend de la beauté de l'étincelle obtenue. Elle est, par conséquent, fonction de la différence de potentiel entre les deux conducteurs. » Alors, ce qu'il veut dire par là, c'est que plus les réalités seront éloignées, plus le choc qui se produira quand on les rapprochera sera violent et donc lumineux. Mais pour bien comprendre, car je me doute que ça doit rester un peu vague, un peu flou ce que je suis en train de vous dire, pour bien comprendre, il me semble que tout simplement, il faut regarder la peinture surréaliste qui en fait souvent emprunte ce même procédé. André Breton parle essentiellement de l'image poétique, donc de l'image en poésie, mais sa théorie de l'image se retrouve également dans un certain nombre de tableaux surréalistes. Et donc je voulais en regarder juste deux avec vous, deux toiles assez célèbres et très caractéristiques de l'art surréaliste. La première, ça serait cette toile du grand peintre surréaliste belge René Magritte. Et souvent, les toiles de Magritte correspondent justement à ce procédé de l'image tel que je viens de vous l'exposer. Cette toile, par exemple, il y a deux éléments. Il y a d'une part deux hommes en par-dessus noir avec un chapeau qui sont en train de discuter. C'est un élément de réalité absolument banal. L'autre élément, c'est la mer et un ciel avec des nuages. Autre élément de réalité absolument banal. Par contre, si on force ces réalités à se superposer, alors on a cette image totalement neuve et totalement déroutante de ces deux hommes qui ont l'air de léviter au-dessus de la mer. Donc vous retrouvez bien cette théorie de l'image formulée par André Breton, le rapprochement de deux réalités distantes, de manière à produire un choc, le choc de l'absolue nouveauté. Autre exemple, cette toile célèbre de Salvador Dali, qui a été surréaliste pendant une période de sa vie. Alors cette toile assez célèbre s'appelle « Persistance de la mémoire ». Bien. Mais cette toile est surtout connue pour ses fameuses montres molles. Alors si nous nous attachons particulièrement à ce détail, ces montres molles que l'on voit à différents endroits du tableau, on voit que clairement Dali a associé deux éléments de réalité qui normalement n'ont rien à voir, mais qui chacun d'eux-mêmes sont parfaitement habituels, sont parfaitement communs, à savoir d'une part une montre, et d'autre part, on imagine, je ne sais pas moi, du plastique ou du fromage en train de fondre au soleil. Et donc, associer ces deux réalités produit cette réalité totalement nouvelle qu'on n'avait jamais vue auparavant, c'est-à-dire ces montres molles telles qu'on les voit sur ce tableau. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien, parce que si on admet que l'image surréaliste naît du rapprochement de deux réalités qui n'ont rien à voir, eh bien, vous voyez qu'en un sens, la sirène obéit dans une certaine mesure à une telle rencontre. La sirène, c'est la rencontre d'un corps de femme et d'un poisson.
et de leur association, évidemment, totalement déconcertante. Alors bien sûr, toute une tradition nous y a habitués. Nous ne sommes pas surpris quand nous nous trouvons face à une représentation de sirène, mais vous voyez que dans sa naissance, la sirène correspond finalement à cette association contre nature, totalement déroutante, de deux réalités qui n'ont rien à voir, comme dans le cas de l'image surréaliste. Alors il va me falloir conclure. Vous avez compris qu'on pourrait parler encore très longtemps du mouvement surréaliste, le mouvement surréaliste qui non seulement a concerné la France des années 1920-1930, mais d'une part a continué après la Seconde Guerre mondiale, même si ces grandes années, ce sont quand même surtout les années 1920-1930, mais en plus, il y a eu des groupes surréalistes un peu partout dans le monde, non seulement en Europe, j'ai déjà fait allusion au groupe surréaliste belge, mais même aux États-Unis, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, André Breton sera forcé de s'exiler, parce que ses opinions politiques lui auraient évidemment valu d'être arrêté par la police de Pétain. Donc André Breton est contraint à l'exil pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, et donc il propagera aux États-Unis ses idées, et il va y avoir de grands artistes américains qui se réclameront du surréalisme. Et on peut considérer qu'aujourd'hui encore, c'est un mouvement qui continue à marquer un certain nombre de créations tout à fait contemporaines. Mais pour finir, je voulais surtout souligner le fait que le surréalisme donc a largement dépassé le seul territoire français, a largement dépassé les seules années 1920-1930, mais il a aussi largement dépassé la seule littérature. C'est surtout à cela que nous nous intéresserons ici, c'est quand même d'abord en cours de littérature, mais je voulais quand même attirer votre attention sur la diversité des domaines dans lesquels le surréalisme a pu s'affirmer. J'ai déjà parlé de l'importance de la peinture. Je vous montre à présent cette autre toile, une toile d'un autre très grand peintre qui a eu une période surréaliste, à savoir Joan Miró, le grand peintre catalan. Nous voyons ici une toile de la série Constellation, que je trouve assez intéressante justement parce que vous voyez qu'à la fois c'est une toile qui présente une grande fraîcheur enfantine, comme je vous le disais, mais qui en même temps, il me semble, a quelque chose d'adulte, a aussi une forme d'intensité, qui fait que non, ça n'est pas une illustration d'un livre pour enfants non plus, que cette toile assez fascinante donc de Joan Miró. La sculpture, et là j'aimerais m'attarder sur cette très belle sculpture d'Alberto Giacometti. Alberto Giacometti est un des très grands sculpteurs du XXe siècle qui a fini par quitter le groupe surréaliste, mais cette sculpture que je vous présente, des années 1930, a été faite alors qu'il appartenait au groupe surréaliste. Et je la trouve très belle, cette statue, notamment, vous voyez, pour ce détail des mains qui semblent crispées sur un objet qui en même temps n'est pas là. Et je trouve que c'est une expression de désir frustré, particulièrement intense, et qui illustrerait assez bien, il me semble, l'importance que les surréalistes précisément ont donnée au désir, à cet amour fou. La photographie également. On pense au très grand photographe américain Man Ray, dont je vous présente là peut-être une des photos les plus célèbres. Une photographie, vous voyez, là encore, qui correspondrait assez bien à la théorie de l'image surréaliste énoncée par André Breton, puisque l'intérêt de cette photographie, c'est finalement d'associer deux réalités distantes. D'une part, le dos d'une femme nue, et d'autre part, ces deux ouïes d'un violon. Donc voilà, cette superposition d'un instrument de musique et d'un corps de femme correspond donc bien à cette image surréaliste. Et puis par ailleurs, Man Ray est un très grand photographe qui a fait un certain nombre d'expérimentations. C'est à lui que nous devons d'avoir découvert beaucoup de possibilités de la photographie. Le cinéma également. J'ai déjà parlé de ce long métrage qu'avaient co-réalisé Louise Buñuel
et Salvador Dali qui s'appelait L'âge d'or. Alors il va me falloir conclure cette séance, mais maintenant que j'ai essayé, alors évidemment de manière forcément trop rapide, et je vous encourage bien sûr à vous documenter un peu par vous-même, vous trouverez je pense assez facilement des ouvrages de vulgarisation, voire des pages internet qui vous apporteront des éléments pour que vous compreniez mieux ce que le surréalisme engage.